Well, everybody, welcome. Donc, je m'appelle Michael Hodgett, je serai modérateur pour le forum d'aujourd'hui. Et pour que vous sachiez, je suis un homme de race blanche, 6 pieds, cheveux gris et des lunettes, et je porte une chemise orangée. Je suis présentement à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Je le reconnais, je suis en territoire traditionnel Mi'kmaq. Je suis consultant en gestion qui travaille comme stratégie et facilitateur. Un rappel rapide, nous enregistrons le forum aujourd'hui, qui compris le clavardage. Donc, si vous ne voulez pas que votre image soit enregistrée, veuillez simplement éteindre votre caméra vidéo. Et je vais passer la parole maintenant à Catherine Carlton d'Orchestre Canada. Bonjour tous, je m'appelle Catherine Carlton, directrice exécutive de Orchestre Canada. Je suis une femme d'âge moyenne avec des cheveux argentés de longueur pandémie et je m'adresse à vous de Pandora, donc territoire non cédé des Mitsari-Anishinaabe, sur le territoire couvert par le traité de William. Je veux dire quelques points avant de commencer au sujet de l'origine de la rencontre d'aujourd'hui. On voulait capitaliser, si on veut, sur l'explosion de l'activité numérique suite à la pandémie. Quelque chose que nous avons tous vécu depuis le printemps dernier, mais nous avons cru que ce serait un sujet significatif pour la recherche en ce qui a trait de le sondage, suite au sondage que nous avons fait à l'automne dernier, nous avons attaché quelques chiffres au phénomène, mais il y avait beaucoup de choses à apprendre encore. Donc, cela a inspiré une demande au fond stratégique pour regarder plus en profondeur les activités des orchestres. On a eu une réponse très positive et on a commencé à travailler depuis ça. Nous avons visionné cela comme une collaboration avec des gestionnaires d'orchestres, avec les musiciens, la Fédération canadienne des musiciens et avec des associations de partenaires, Orchestre Canada et moi personnellement. Nous sommes très reconnaissants envers les partenaires et le comité directeur, Bob Fraser de l'Organisation des musiciens symphoniques de Montréal, Bernard Leblanc, de la Fédération canadienne des musiciens, Giovanni Savoie, du Conseil québécois de la musique, Tanya Dirksen, donc, qui va se parler plus tard, et Tim Crouch de Sound Screams, et sur le comité numérique de OC. Donc, on est ravis de travailler avec une équipe de projet, Billy, Michael Hodgett, Mark Morelli et Crouch. Le travail a commencé avec la recherche au bureau, regarder, consulter des bureaux, des sites web, des diffusions numériques et des entrevues. Et ça menait à l'identification de 3 thèmes clés qu'on voulait explorer et vous parler pendant la série. Le sujet d'aujourd'hui est des auditoires, du public, le premier des 3 présentations. Donc, mon collègue, Mme Zaza, va mettre des liens pour les programmes à venir. Donc, vendredi prochain, on parle des finances. C'est le 28 mai. Et on parle de fierté du travail le 4 juin. Donc, ces sessions passeront de midi à 13h30, heure de l'Est, et les liens d'enregistrement sont dans le clavardage si vous n'êtes pas encore inscrit pour la série. Nous sommes absolument ravis de lancer la session avec 3 présentatrices extraordinaires, des gens avec une expérience profonde des orchestres et beaucoup d'apprentissage. Janet Boutiti, directrice de marketing et de vente, Vicky Young, vice-présidente de la production artistique, Vicky Young, qui est directrice générale de Manitoba Chamber Orchestra, et Vicky Young, vice-présidente de la production artistique Philadelphia Orchestra, et une Canadienne. Et je voudrais passer le microphone à ma collègue Lauren Drew pour donner des notes techniques. Merci. Bonjour tout le monde. Quelques notes logistique. Donc, on enregistre la session en anglais et en français. Veuillez garder votre microphone sur sourdine pendant la session. Donc, premier instant sont des présentations. Nous allons avoir une session de discussion à la fin. Donc, vous pouvez mettre vos questions dans le clavardage et
nous allons mettre en place. Donc, nous offrons l'interprétation simultanée en anglais et en français. Donc, pour l'activer, passez au bouton d'interprétation au bas de votre écran qui ressemble à un map monde et vous sélectionnez la langue. Et vous avez option à la présentation PowerPoint, soit en anglais ou en français. Je vais partager en français et Lorenza va partager en français. Et vous pouvez voir dans l'option View et vous pouvez sélectionner les différents. Donc, nous offrons le sous-titrage en anglais et l'enregistrement et les ressources sommaires vous seront circulées dans les semaines à venir. Donc, avec ça, je passe la parole à Michael Montréalais pour présenter des aspects sur notre recherche. Bonjour tout le monde, ou après-midi, dépendant de d'où vous venez. Je m'appelle Michael Montréal de Arts Firm. Je suis un homme de race blanche, salade, inaudible, désolé. Je me joins à vous de Toronto, territoire des Mississauga, du New Credit, Anishinaabe, Chippewa, et des Wendat. J'ai 5 minutes pour présenter la recherche que nous avons faite au cours des derniers mois. Donc, je voudrais m'excuser d'avance aux interprètes qui, je leur espère tout le meilleur au monde. Donc, lorsque j'ai la liste des gens ici, ça démontre un grand enthousiasme dans le secteur pour côté expérimentation qui a eu lieu au cours pendant la pandémie, mais aussi de l'enthousiasme pour l'analyse qui se fait à ce point, alors que les gens planifient l'avenir. COVID, évidemment, a eu un effet incroyable sur les attentes des auditoires et à l'intérieur des organisations. C'est un temps excitant, mais aussi qui fait peur un peu. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire parce qu'on parle de numérique? Dans ce contexte-ci, on parle spécifiquement du contenu numérique, que ce soit la performance, soit une orchestre complet, une performance qu'elle porte taille ou solo, ou ce genre de performance, on veut, où ce que les gens se rejoignent de façon aléatoire. Donc, Catherine a dit ces 3 formules. On regarde ces 3 éléments connectés. Le premier aujourd'hui, c'est l'auditoire. Le public qui se joignent à nous physiquement, numériquement, c'est le point de concentration aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est de l'initiative financière pour produire du contenu. Donc, toutes les réponses vous seront données la semaine prochaine. Et la fierté du travail pour la 3e rencontre. Les musiciens, productions, formes d'art. C'est une conversation très intéressante dans 2 semaines. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On a parlé avec environ 20 directeurs à travers le Canada, donc quelques-uns d'orchestres, d'autres d'opéra ou d'autres organisations similaires. Et pour tout le monde, le numérique a été vital pendant la pandémie. Ils veulent continuer à apprendre et expérimenter pour obtenir les résultats qu'ils cherchent. Et tout le monde dit que post-COVID, les canaux numériques seront importants pour conserver les auditoires et pour en trouver d'autres. Et la chose la plus importante qu'on a peut-être entendue, c'est que et les directeurs et l'auditoire s'attendent à une approche hybride à l'avenir qui combine les performances vraies, si on veut, avec numérique en offrant les 2 options. Quelques personnes à qui nous avons parlé ont dit qu'ils ne font pas n'auront pas les performances numériques, mais ça fait partie de la planification. Ils vont continuer à faire l'expérimentation avec la programmation, tactique de marketing et le prix. Sa prochaine diapo, nous allons parler des auditoires clés. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles ici. Donc, nous avons conservé les abonnés et les donateurs pendant la pandémie et ça, c'est en offrant des exemples d'une valeur ajoutée. On peut voir des exemples côté droit. Donc, amener cet auditoire, si on veut, aux espaces en ligne, donc par des dons, par l'achat de billets. Donc, c'est bien réussi, ce qu'on a entendu de bon nombre d'organisations. Et nous encourageons les gens dans le clavardage, si vous avez eu ce genre d'expérience avec votre organisation aussi. De nouveaux auditoires, je pense qu'il y a un succès mixte ici. Ceux qui ont réussi avaient des cibles très précises en tête, s'ils ont pu les atteindre. Vancouver, par exemple, s'est concentré sur établir des auditoires à l'intérieur de Colombie-Britannique, mais à l'extérieur de Vancouver.
Nous allons entendre donc une augmentation de l'OCM, le MCD, donc OSM pour leur projet, et le panel va pouvoir en discuter plus tard aujourd'hui. Je suis désolé, il va un peu vite pour l'interprète. Donc, il y a eu le rayonnement numérique a été très intéressant d'utilisation. Donc, nous constatons donc, il y a de nouveaux histoires, si on veut, dans des prisons et des communautés plus éloignées. Nous entendons parler davantage. Dans notre instance, on a entendu de rayonnement Terre-Neuve, par exemple. Donc, ils envoient du contenu à des personnes âgées et à l'écran. Donc, ces activités semblent faire que c'est possible pour les orchestres d'obtenir de nouveaux donateurs et des partenaires, etc. D'autres aussi utilisent ce temps pour explorer une collaboration multidisciplinaire. On en existe de Longueuil avec Claude Dubois et Calgary Phil avec des partenariats avec les communautés autochtones. Donc, c'est très intéressant ici. Prochaine diapo. Le numérique, c'est très efficace pour cimenter le soutien public local. Ça démontre un potentiel pour attirer de nouveaux visiteurs. Nous avons deux moteurs clés pour bâtir des relations à l'extérieur de l'empreinte naturelle de l'orchestre. Le premier, c'était se rendre compte pour réaliser le mandat provincial. Donc, on parle de Terre-Neuve, on a vu beaucoup de rayonnement à l'extérieur de Saint John's et la même chose du côté de Vancouver. Et le deuxième moteur que nous avons vu, c'est les orchestres qui rayonnent vers d'autres communautés autour du monde. Et nous avons l'OSM et Philadelphie ont de très bons exemples pour ça. Ils vont en parler plus tard. C'est sans surprise que ce suit un principe de marketing de base, que ciblage de marketing mène de meilleurs résultats que simplement mettre quelque chose dans l'univers, espérant que les gens se joignent à nous. Prochaine diapo. Donc, la question, qu'est-ce qui se passe après la pandémie? Il y a beaucoup de recherches qui ont lieu actuellement. Alors, il n'y a pas de réponse claire encore. Une étude que nous regardons ici dit que les amateurs d'activités culturelles peuvent consommer moins de contenu numérique, mais n'abandonnons pas entièrement le visionnement numérique. Donc, encore une fois, la raison d'être pour l'approche hybride. Sans surprise, il n'y a pas un modèle principal qui s'impose pour le développement du public au numérique, mais c'était une période de créativité et d'expérimentation. Nous avons appris beaucoup pendant cette période. Plus important quand les auditoires s'attendent à ces offres hybrides de notre part à l'avenir. Il ne faut pas l'ignorer. Et je crois, dans l'esprit de l'expérimentation et d'analyse, si ça survit, si on veut, nous serons beaucoup mieux, meilleure posture à part. Donc, je pense que ça fait 5 minutes. Donc, passe la parole à l'autre, Michael. Merci beaucoup, Michael. Comme vous avez peut-être vu dans l'ordre du jour, on n'est pas manque de respect envers Janet, Tania et Vicky parce qu'on donne la tâche impossible presque d'exprimer leur apprentissage en 5 minutes. Et l'idée, c'est que après une présentation de 5 minutes, après ça, on va rentrer en discussion panel, si on veut, pendant 20 minutes, suivi d'une opportunité pour vous tous de poser des questions pendant 20 minutes. Donc, nous allons passer rapidement à travers les présentations, si on veut, et passer en discussion. Avec ça, je passe donc la parole à Janet Wichichi, directrice de marketing et vente avec Calgary Philharmonic. Et on est ravis que tu sois avec nous aujourd'hui, Janet. Merci, Michael. Bonjour tout le monde, je m'appelle Janet, femme de race blanche avec des cheveux blonds. Je suis devant un mur gris avec une chemise bleue. Je suis à Calgary, territoire traditionnel des Blackfoot, des Pieds Noirs, y compris différentes nations et les membres de la nation Métis Région 3. C'est génial d'être ici avec vous aujourd'hui et je vais vous présenter brièvement ce que nous avons fait et partager des résultats avec vous. Donc, je vais passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît.
Alors, nous avons commencé notre programmation numérique en 2017 avec un objectif d'agrandir l'accessibilité et notre portée. Donc, on s'est concentré sur un contenu de haute qualité et une diffusion de 5 concerts par année. Donc, ça établit la base pour notre contenu numérique pendant la pandémie. Premier projet principal après les restrictions, c'était une aventure d'orchestre, un orchestral adventure. Donc, c'est pour enfants, une série de 4 parties pour enfants. On a pu utiliser du diffusion en direct avec d'autres séries d'enregistrements de musiciens chez eux et nous avons partagé ça gratuitement par le biais de YouTube et distribué aux écoles dans la région. Prochaine diapo. À l'automne, nous avons présenté 9 concerts virtuels. Donc, on a vu le nombre de musiciens augmenter une performance à la fois. Au dernier concert en décembre, avant les restrictions plus serrées, on était jusqu'à 13 musiciens. Ces concerts étaient gratuits, mais ils exigeaient une inscription et on demandait un don. On sollicitait un don aussi. Prochaine diapo. Cette année, avec toutes les endroits de performance fermés et seulement le droit d'enregistrer un musicien ou deux s'ils habitent ensemble. Donc, on a commencé à présenter ce qu'on appelle une série d'espaces urbains. Donc, au sommet d'un gratte-ciel, un hôtel historique et autres endroits. Et nous avons 2 autres à préparer. Et donc, on fait ça en combinaison avec la diffusion en continu en direct et encore une fois, inscription gratuite à l'automne. Donc, depuis le début de la pandémie, nous avons décidé d'offrir notre contenu numérique gratuitement parce que Calgary passait déjà à travers des problèmes financiers et malgré tout ça, lorsque nos concerts ont été annulés en 2019-2020, 62 des auditeurs ont conservé l'argent, donc ils n'ont pas demandé de remboursement. Donc, 35 des gens ont donné un don avec leur inscription et c'est resté normal avec la saison. Donc, le don moyen de 40 environ 41 et les dons par inscription, c'est d'environ 5 Donc, comment avons-nous établi des liens avec notre public de base? Donc, nous avons utilisé des lettres, notre système pour créer des listes ciblées pour des campagnes de courriel. Donc, si quelqu'un aime un instrument ou un compositeur en particulier, donc l'auditoire central a voulu bien connaître les musiciens. Et ce qui est intéressant de présenter des petits ensembles ou des solos, la communauté se sent plus connectée aux musiciens individuels. We had 7% tune-in for the 4 concerts. And we attribute this to several factors. Our digital programming has mainly featured classical music, so there hasn't been much in the way for our pop subscribers, but also technology is a hurdle. Et aussi, la technologie, ça peut être un obstacle pour certains utilisateurs. Donc, pour mitiger ceci, on a créé un noyau d'abonnés, une vidéo qui présentera aux gens le processus. Et donc, l'implication des abonnés a augmenté jusqu'à 12 au printemps. Alors maintenant, les partenariats ont été un facteur clé pour rejoindre de nouveaux publics. On a créé des partenariats avec des points d'intérêt à Calgary. Ça nous a aidés à se servir de leur réseau. On a aussi créé des partenariats avec des restaurants pour chacun de nos concerts. Alors, il y avait des rabais le soir des concerts. Donc, avec ce narratif unique, alors le Gradual Build et les points d'intérêt à Calgary au printemps, il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des médias. Et avec un concept gratuit, il n'y a pas eu de risque pour le public. On a eu beaucoup de nouveaux clients. Et lorsqu'on a fait un sondage après la série, 78 des répondants ont dit qu'ils se sont inscrits parce que c'était gratuit. L'un de nos objectifs pour notre programmation numérique avant la pandémie, c'était d'avoir une plus grande portée. Et on a eu près de 200 000 visionnements, et plus des États-Unis que du Canada.
Et la plupart des visionnements pour les enfants, c'est de l'extérieur du Canada. Ça a été projeté par PBS aux États-Unis et c'était sur leur site Web. Mais pendant la pandémie, on a voulu se concentrer sur nos communautés et comment rester en relation avec nos publics. Et on voit ça dans les résultats parce que la plupart des visionnements de cette saison étaient de Calgary. Je vais vous laisser avec ceci. Alors, c'est une des plus grandes réussites, c'est la réaction de notre communauté. Un membre du public nous a partagé ceci. Il a dit, durant la crise de la COVID que nous avons vécue depuis un an, ces concerts ont servi de balises lumineuses puissantes dans la noirceur. Merci. Michael, c'est à vous. Merci beaucoup, Janice. On va aller immédiatement vers Vicky. Et Vicky, comme vous le savez, elle est directrice générale de Manitoba Chamber Orchestra. Vicky, c'est à vous. Merci et bonjour du territoire du traité 31 des Cris, des Oji-Cris, Dakota et le territoire de la nation Métis. Je suis Vicky Young, je suis devant un mur vert pâle, je porte des lunettes noires et j'ai des cheveux brun-gris à la longueur, à la hauteur des épaules. Première acétate, s'il vous plaît. Et on passe à la suivante. Avant la pandémie, je pense qu'on a des problèmes de son. Alors, on a fait quelque chose pour Philip Glass et 120 000. Et ça a débuté en 2013. Alors, un concert numérique gratuit a eu environ 6 700 visionnements et la collaboration avec les groupes locaux, on parle de 7 600 et ces chiffres ont augmenté au cours des 3 ou 5 derniers mois. En comparaison, notre public habituellement est d'environ 6 000, le public annuel des concerts. Pour le premier concert en ligne payant, 233 des 425 étaient des visionnements uniques. Et donc, on a découvert que nos publics numériques croissent et ils sont réceptifs aux démarches de marketing, ce qui laisse supposer qu'il y a une demande au-delà du public des concerts en salle. On continue. Tandis que certains membres attendent la musique en direct, au début de la pandémie, notre contenu en ligne comprenait des vidéos de concerts, des entrevues de courtes performances pour lesquelles les musiciens étaient payés. Alors, on envoyait cela à nos abonnés de notre infolettre et ensuite, on a fait de la publicité en plus. On a eu environ 500 visionnements par pièce et 5 000 membres du public pour les émissions à la radio. On a demandé aux soloistes qui avaient travaillé avec nous l'an passé et cette année de nous donner du contenu afin qu'on puisse ajouter ça à du matériel orchestral qui avait été enregistré en mai et en mars de cette année. Il y avait aussi des soloistes qui avaient travaillé, avec qui on avait travaillé. La plupart d'entre eux ont dit oui. On voulait que les membres du public savaient qu'on était en train de créer du contenu spécial pour eux. On croyait que c'était important de créer un sens d'urgence en offrant un accès d'une durée limitée à un contenu payé. Nous chargions 20 par ménage et on encourageait les gens à partager le lien avec 5 autres ménages. On l'a aussi partagé avec les commanditaires, les compositeurs et musiciens locaux et les écoles. Afin de soutenir le contenu gratuit en ligne et notre programmation radio, on a demandé du financement de fondations, du financement lié à la COVID et des commandites. Et on a vu que les notes de programme et les guides d'apprentissage aidaient à normaliser l'expérience en ligne. Je suis désolée, elle est coupée. Et ça donnait des informations. Donc, contenu, on peut donc s'en servir. Je pense que mon écran a gelé. Je vais me répéter. Les notes de programme normalisent l'expérience en ligne. Ça donne une valeur aux gens qui achètent des publicités et ça offrait de l'information détaillée afin que le contenu peut être utilisé dans des maisons ou même dans des écoles. On a essayé
de montrer les détails de la performance dans notre contenu en ligne que les gens en direct ne remarqueraient pas nécessairement. Et on a aussi essayé de donner de l'information pour donner une meilleure compréhension de ce qui est compris dans la création de concerts. Notre contenu gratuit en ligne recrute des abonnés de YouTube et on espère de nouveaux publics qui viendront dans les salles. On a rejoint des gens pour la première fois grâce à notre contenu en ligne. Et la personne avec qui on a travaillé, Marisol, qui est une compositrice YouTube extraordinaire, elle a créé quelque chose qui s'appelle, je suis désolée, What I'm Writing, midi et live. Et maintenant, sa vidéo, 69 000 visionnements. Et une personne a dit, les musiciens sont tellement intéressants lorsqu'ils parlent de ce qu'ils font. On continue. Alors, des publications régulières, fréquentes, sont plus efficaces. On partage des liens pour du contenu centralisé. Donc, tout le monde est amené à la même publication et le nombre d'abonnés s'accumule et ça attire encore plus d'abonnés. La fonction clavardage a recréé la composante sociale des intermissions et des réceptions post-concert dont les gens s'ennuient. C'est toujours bien de regarder les membres du public qui parlent aux musiciens et qui se parlent entre eux. On continue. Les solistes étrangers nous ont amené de l'exposition dans des marchés inattendus. Il y a des gens qui se sont connectés de partout dans le monde. Nos collaborateurs locaux et internationaux ont été très généreux. Ils ont partagé ces informations avec leur réseau. On a dû apprendre rapidement et on a dû s'adapter au marché 24 heures sur 7 en essayant de trouver comment envoyer des liens automatisés rapidement aux gens qui achetaient en ligne. Et on a hâte de faire face à de nouveaux défis dans les mois et les années à venir. Merci. Michael, je peux commencer? Oui, s'il vous plaît, allez-y. J'étais en sourdine, mais allez-y, s'il vous plaît. Tanya, comme on a dit, est vice-présidente de la production artistique au Philadelphia Orchestra. Bonjour tout le monde, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Comme Michael a dit, je suis Tanya Dirksen, j'ai les cheveux courts, des lunettes et vous allez voir derrière moi, c'est mes armoires de cuisine blanches. Je suis sur les territoires autochtones reconnus comme Alap-Ihoki, le territoire traditionnel de la nation Lenape. Comme Catherine a dit plus tôt, je suis canadienne, mais j'habite aux États-Unis en ce moment. Avant, j'ai travaillé avec la Regina Symphony Orchestra et le Winnipeg Symphony Orchestra. Donc, comme vous tous, lorsque l'industrie a fermé il y a environ 1 an, ça a été une grande priorité pour nous de rester en contact avec nos abonnés, nos donateurs. Et au Philadelphia Orchestra, ça a commencé le soir du 12 mars où, en dedans de quelques heures, on a fait un visionnement en direct. C'était supposé être un concert en direct ce soir-là, mais on l'a enregistré et ça a été diffusé en direct sur notre site web et sur Facebook. Et ça nous a amenés dans ce nouveau monde du contenu numérique. Dès qu'on a compris qu'on devait produire plus de contenu numérique, on avait l'impression que les communications régulières avec nos abonnés, nos partenaires, c'était une valeur clé pour nous. On savait qu'il allait y avoir beaucoup de bruit numérique et on a déployé beaucoup d'efforts pour demeurer visible. Pour nous, nous avons des partenaires locaux et des partenaires internationaux et ils ont tous fait partie de notre plan afin d'entrer en contact avec nos publics et afin de faire croître notre public. Je vais me concentrer sur notre stratégie concernant les nouveaux publics. Pour nous, on a songé, on voulait raconter l'histoire du Philadelphia Orchestra. On s'est concentré sur des activités interactives. On voulait que l'interaction soit une grande partie de ce qu'on faisait afin d'attirer les gens et de les garder intéressés. On s'est beaucoup concentré sur du contenu artistique et visuel. Et ce qui était essentiel pour nous, c'était la collecte de données qu'on a fait en cours de chemin. Dès qu'on a commencé,
à produire du contenu en ligne. Je vais vous en parler dans quelques moments, mais on a commencé à faire le suivi d'où provenaient ces gens, leur région géographique, leur code postal ou leur zip code, combien de temps ils passaient à regarder notre contenu et on voulait voir comment ces données pourraient guider nos décisions concernant les nouveaux publics à l'avenir. On s'est aussi concentré sur la publicité numérique et le marketing numérique et on a presque arrêté de faire des matériaux imprimés pendant un bout de temps. Et c'est à cause que le système postal ici n'était pas fiable pendant un bout de temps et ça prenait beaucoup de temps. Donc, on est allé vers le numérique, on a eu de bons coups de ce côté-là. En plus de tout cela, on a commencé à recueillir des nouvelles données sur notre public lorsqu'il se joignait à nous. Ça nous a permis de faire beaucoup d'expériences. Ça nous a permis d'essayer des choses différentes pour voir qu'est-ce qu'on voulait faire à l'avenir. Et donc, l'une des choses qu'on a commencé à faire à l'automne, c'était la scène numérique. Alors, la scène numérique, c'était notre version. On voulait rassembler l'orchestre afin de faire des télédiffusions de nos concerts pour notre public. On avait de 20 à 40 musiciens sur la scène. On a tout capté sur vidéo et on faisait la post-production et c'était du contenu payant. Donc, on voulait jouer avec les prix, on voulait jouer avec la publicité et évidemment, on voulait recueillir beaucoup de données en cours de chemin. Ça a été notre effort dans le monde de concerts payants. À quoi ça pourrait ressembler dans le monde numérique? Et ceci en particulier, on s'est beaucoup concentré sur un auditoire ou un public international, mais il y a beaucoup de gens de la région locale qui nous regardaient également. Notre ville, votre orchestre, ça a été le contenu dont on se concentrait sur notre public local. Donc, on prenait des petits ensembles, on allait dans des petites entreprises et dans des grands édifices de la ville de Philadelphie. Alors, on voulait découvrir de nouveaux partenaires, travailler avec de nouveaux individus et encore une fois, on voulait augmenter nos efforts au niveau local pour attirer plus de public ici à Philadelphie. L'autre chose que je vais mentionner concernant notre ville, votre orchestre, c'était gratuit en ligne, mais ça a été conçu pour impliquer les donateurs. Donc, il y avait beaucoup de communication et beaucoup d'efforts qui ont été déployés afin de dire, c'est du contenu gratuit, vous pouvez vous en servir, mais si vous voulez faire un don, s'il vous plaît, on les accepte parce que c'est ce qui finance ce genre de contenu. Je vais vous parler un peu de notre stratégie pour attirer de nouveaux auditeurs. Comme j'ai dit, on a bâti sur nos partenariats existants, on a ciblé la publicité numérique et lorsqu'on a défini nos objectifs en cours de chemin, on a commencé à penser à des façons créatives de trouver de nouveaux partenaires. Et une histoire que je vais partager avec vous avant de poursuivre, vous allez voir bientôt qu'on a trouvé de nouveaux publics dans le marché global sur tous les continents, à part l'Antarctique. Donc, on aime bien dire qu'on est partout dans le monde. On a contacté le Palmer Station en Antarctique. Il y a quelques semaines, ils ont regardé leur premier spectacle de notre orchestre. Ils ont passé une belle soirée ensemble. Je pense qu'il y avait 16 personnes qui ont participé ensemble pour faire ceci. Donc, maintenant, on peut dire qu'on est sur tous les 7 continents. Alors, voici les statistiques concernant notre nouveau public. Entre octobre et février, on avait plus de 9 000 ménages qui ont acheté des billets pour des spectacles en ligne. 37 de ceux-ci étaient des nouveaux venus à l'orchestre et 56 étaient des nouveaux acheteurs de billets qui habitent à l'extérieur de la région du Grand Philadelphie. Environ 5 d'entre eux, c'est en croissance, provient de l'extérieur des États-Unis. Alors, voici une comparaison, la scène numérique versus avant la COVID. Alors, avec la scène numérique, 70 du marché local, 70 de notre public est du marché local, 30 provient de l'extérieur. De ce 100 23 proviennent des États-Unis, de partout aux États-Unis, 7 d'autres pays, le Canada étant le principal marché étranger. Avant la COVID, 88 de nos publics étaient du marché local et 12 étaient hors du marché local. Donc, voici un aperçu de notre public mondial. Vous pouvez voir, les États-Unis, c'est le plus grand marché, mais nous avons des publics partout dans le monde. Et ce que j'aimerais souligner ici, c'est qu'à ce moment-ci, ça c'était en février, on a rejoint 6 continents et 45 pays.
Alors, bien sûr, vous pouvez vous imaginer que notre public national est concentré à Philadelphie, mais 36 du public, vous allez voir certaines différences sur ces chiffres, mais alors 36 du public se trouve à l'extérieur de la région métropolitaine de Philadelphie. Alors, voici une carte de chaleur pour démontrer où se trouvent nos publics aux États-Unis. Donc, vous pouvez voir évidemment que c'est sur la côte Est et ensuite sur la côte Ouest, mais on voit tous les points chauds du pays. Bon, d'autres statistiques, on a décidé très tôt dans le processus qu'on allait garder les prix peu élevés pour les ménages. Donc, on a commencé en chargeant 15 et maintenant, on est à 20 parfois 25 pour une programmation spéciale. Et nos recettes par concert, c'est une moyenne d'environ 17 500, mais vous pouvez voir la gamme, là, ça va de 11 000 à 28 000 par concert. Et on parle d'une moyenne de 1 300 ménages. Et maintenant, Digital Sage est partagé à toutes les semaines, ou aux 2 semaines, pardon. Et je voulais vous montrer ceci, c'est ma dernière planche. Et la raison pour ça, c'est qu'on a fait des sondages avec notre public pendant toute la pandémie afin de comprendre qu'est-ce qu'ils pensent et on essaie de prédire certains de leurs comportements pour l'avenir. Et dans le sondage, on a fait un groupe de focus, un groupe de travail, et l'intention, c'était vraiment de comprendre qu'est-ce que les nouveaux publics voulaient avec ce contenu numérique, quel genre de contenu numérique ils voulaient. Et certains des nouveaux publics avaient été à quelques concerts en direct, mais ils consommaient du contenu numérique en plus grande proportion. Donc, ce qu'on a appris, c'est que bon nombre de gens veulent accès aux deux. Ils veulent accès aux deux afin qu'ils puissent accéder au contenu numérique lorsqu'ils ne peuvent pas venir en salle. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, on aimerait bien venir à des concerts, mais je veux le regarder plus tard lorsque je suis relax à la maison ou si vous faites quelque chose de nouveau, je veux l'entendre une deuxième fois pour mieux comprendre. Donc, voici une citation pour résumer tout ceci. Keith de Wyoming en Pennsylvanie a dit, bien que j'aime assister en personne à des concerts de l'orchestre, j'ai absolument raffolé durant cette année de pandémie des prestations du Philadelphia Orchestra. J'ai déjà un billet numérique pour chacun des concerts du printemps. J'espère que quand nous aurons finalement réussi à vaincre la pandémie, l'orchestre envisagera de poursuivre ses concerts en ligne en plus de se produire à Verizon Hall. Merci encore de votre musique sublime. Donc, en terminant, tout ce qu'on fait dans l'espace numérique, c'est ça qui guide notre planification pour la prochaine saison. Et le prochain aspect de ce panel aujourd'hui, on va parler de à quoi va ressembler l'automne. Et pour nous, on travaille très fort sur une stratégie pour l'espace numérique et on voit ceci comme ayant des différences des stratégies pour les concerts en salle. Donc, on veut vraiment penser à qui s'adresse notre contenu numérique et comment est-ce qu'on veut développer ce contenu pour cet auditoire. Merci. Donc, nous allons passer directement à une session une discussion foire aux questions, si on veut, avec nos panélistes. Et la première question que je dois poser, c'est si vous avez le temps à nouveau, est-ce qu'il y a une chose importante que vous feriez de façon différente avec tout ce que vous avez fait avec le numérique au cours des derniers 12 à 14 mois? Vicky, allez-y. Non, je vais dire, je pense qu'on aurait commencé à enregistrer plus tôt. On est passé au concert en présentiel au printemps, se disant qu'il y aurait peut-être l'occasion d'offrir des concerts en direct. Et lorsque c'était évident qu'on ne pourrait pas le faire, on est passé au numérique. Et si j'avais à le refaire, j'aurais commencé simplement à enregistrer pendant l'hiver quand on pouvait le faire. Très bien, oui. Et Janet, vous, à Calgary, vous faites, je crois que c'est plusieurs choses, mais on a fait des choses différentes avec l'auditoire alors le temps passait, des améliorations, quoi. Et ce qui est ressorti, c'est que l'auditoire numérique, on veut que ce soit le moins difficile, le moins douloureux pour accéder à notre contenu. Donc, on a créé une vidéo comment faire, mais on l'a fait après la série. J'aurais voulu le faire avant. Et Tania, qu'est-ce que vous pensez? Vous savez, ce n'est pas un cheminement facile, mais
lorsque j'y pense, c'est pas grand-chose que je changerais. Je voudrais reprendre quelques heures parce qu'on travaille de longues heures, mais avoir la capacité de travailler avec une équipe de gens et travailler dans un monde d'expérimentation, si on veut, et pouvoir connecter avec nos auditoires, avoir les ressources pour le faire, c'était vraiment un avantage, quoi. Oui, très bien. Je pense qu'une des questions les plus importantes que tout le monde a à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on entend des abonnés? On a entendu de votre groupe d'études. Tania, mais qu'est-ce que vous entendez de vos auditoires? Donc, quel est l'appétit pour le pays, si on veut, pour le numérique au cours des 12 prochains mois? Je vais diviser ça dans l'appétit pour le contenu numérique et l'appétit pour le pays. On entend des abonnés qu'il y a un grand appétit pour le numérique. Et tout ça revient, si on veut, que les gens réétudient, si on veut, leur vie pré-COVID lorsqu'ils étaient occupés. Et maintenant, l'accès au contenu numérique leur donne accès à l'orchestre sur une base régulière. Et il y a des gens qui veulent entendre le concert plus souvent qu'une fois. Et c'est pas réaliste pour les gens de venir plusieurs fois pendant le week-end, donc être en mesure d'aller pendant le temps qui convient à l'heure et de réécouter le contenu. C'était un nouveau feedback que je ne m'attendais pas à entendre, mais les gens semblent être très intéressés à vivre le concert de deux façons. Non seulement parce qu'ils voulaient réentendre la musique, mais bon nombre de l'auditoire parle de la partie visuelle du contenu numérique et quand on a l'impression d'être sur scène, on peut voir les musiciens de près, on peut voir leurs doigts qui bougent et c'est quelque chose qu'on ne voit pas en présentiel. Et donc, pour être en mesure d'être si près de la musique, si on veut, c'est important pour eux. Et en termes de payer pour le contenu numérique, de notre côté, on ne l'a pas encore vu. Ce que nous avons fait lors du lancement de la nouvelle saison, si vous êtes payé pour des billets pour le présentiel, nous permettons d'acheter le contenu numérique pour 10 $ si on veut, pour avoir accès à tout. Donc, c'est très facile, ça. Donc, on va voir si les gens vont consommer le contenu numérique aussi et on va faire le suivi des données et on verra. C'est difficile à savoir. Janet, quel est votre point de vue sur la question de rémunération ou de paiement plutôt à l'avenir? Vous avez ce modèle intéressant où vous n'avez pas demandé aux gens de payer et ils ont payé quand même. Vous savez, avant la pandémie, notre contenu était diffusé en ligne gratuitement, sans processus d'inscription nécessaire. Mais c'était extraordinaire, évidemment, depuis qu'on est passé au printemps et à l'automne. Ajouter cet aspect d'inscription nous a donné un aperçu de nos clients. La majorité des gens disent qu'ils se sont inscrits parce que c'était gratuit, mais ça a été un modèle très bon pour nous. Mais pour ajouter ce que Tania l'a dit, avec la connexion à l'auditoire, une des choses intéressantes qui en est ressortie, c'est nous créons du contenu numérique pour des auditoires numériques, tandis qu'avant, c'était de la diffusion en personne en temps réel, où la notion présentielle vient en premier, quoi. Donc, on ne peut pas nécessairement mettre une caméra devant les gens de l'auditoire. Donc, c'est la rétroaction que nous avons, c'est qu'ils adorent cette connexion. Vraiment, oui. Et Vicky, quel est votre point de vue sur l'appétit pour le numérique, pays et non pays? On seulement, on demande des frais d'entrée pour nos 2 derniers concerts, donc le deuxième été hier soir. Donc, c'est très difficile à évaluer, mais je pense que nous allons passer à un modèle plus hybride où nous offrons quelque chose pour une courte durée, accès limité et un contenu très spécifique pour paiement, donc et réemballé si on veut, pour que des parties soient plus accessibles gratuitement. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que
bien qu'on ne facturait pas, si on veut, pour le visionnement en ligne gratuit, de contenu gratuit, on recevait beaucoup de dons et un feedback très positif. Et je pense que ça compte pour beaucoup, ça. Et qu'est-ce que vous avez appris qui fonctionne vraiment bien pour recruter de nouveaux auditoires? Quels sont certains des secrets de marketing que vous pourriez partager peut-être? Eh bien, je ne dirais pas c'est un secret, mais l'aspect numéro un, c'est les partenariats. C'était très fort pour nous, comme avec nos espaces, notre série City Space et un partenariat avec des monuments locaux. On a pu avoir un concert de gratte-ciel à Calgary et les entreprises dans ces tours se connectaient pour les concerts, donc être capable de accéder à tous ces réseaux. Donc, les partenariats, c'est très, très important. J'appuierai, c'était ma première réponse à la question aussi, bâtir sur les partenariats qui existaient avant la pandémie et être créatif, ce qui a trait des nouvelles occasions de partenariat pendant COVID. Comme Janet à Calgary, c'était beaucoup, pour nous, c'était beaucoup de partenaires locaux qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a ce nouvel auditoire qui se développe. Certaines des personnes vont se joindre à nous lorsqu'on est en présentiel, mais tout est basé sur ces partenariats. Ça a été la même chose pour nous aussi. On a établi un partenaire avec Nara Soul, compositeur et pianiste qui a un suivi en ligne, un auditoire en ligne incroyable. Et on ne l'a pas fait du fait qu'elle est bien connue comme musicienne, mais elle a amené plus de... Donc, grâce à elle, il y a plus de personnes qui nous connaissent. Et c'est des gens qui sont à Winnipeg, ils ne nous connaissent pas. Donc, on atteint un nouvel auditoire. Et je pense que ça dépend aussi comment les choses vont se développer avec les concerts en présentiel parce que les gens se joignent à nous pour voir des visages familiers, même dans le meilleur des temps, c'est très difficile peut-être des fois de se présenter à concert à Winnipeg. Il fait très froid l'hiver, les auditoires vieillissent si on veut. On avait déjà commencé à se distancer, si on veut, des concerts pendant l'hiver en faveur du printemps, de l'automne. Donc, je pense qu'il y a de nouvelles idées à explorer pour le développement d'auditoire de ce côté-là aussi. C'est une question très précise. Combien de temps pensez-vous est le bon temps pour garder le contenu numérique accessible? Dans certains cas, c'est très court, dans d'autres cas, c'est très long. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous trouvez fonctionne? I can go first then. Je vais aller en premier, quoi. Pour nous, les concerts d'automne et de printemps, on les a présentés les samedis soirs, en soirée, et ils sont disponibles pendant 30 jours. Et ce que nous avons entendu, les auditoires, ils adorent cette flexibilité. Et c'est intéressant qu'à l'automne, il y a beaucoup de gens qui étaient là pour la première, mais au printemps, alors qu'ils ont compris qu'ils avaient le temps de les observer plus tard, de les regarder plus tard, on voit plus de gens qui s'inscrivent pendant les 30 jours. Et je pense que c'était très bien. Ce qui était super aussi, c'est, nonobstant la flexibilité, ça nous donne l'occasion, l'opportunité, si on veut, que le contenu n'est pas gratuit à tout jamais, mais être en mesure de réutiliser ce contenu plus tard, c'est très bon aussi. Par exemple, on n'avait pas beaucoup d'engagement avec nos adhérents, si on veut, mais on a pu réutiliser ce contenu et le mettre sur notre page d'adhérents et c'est exclusif pour eux. Donc, ils peuvent l'écouter en tout temps. Des commentaires, Vicky? Pour nous, je pense que c'est un processus d'apprentissage pour nos gens de marketing parce qu'on a l'habitude de faire le marketing pour une performance d'un soir seulement. Et ça nous a pris du temps pour se rendre compte que nous avons en fait une période plus longue pour faire le marketing des concerts. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de profiter davantage. Nous avons augmenté notre fenêtre de paiement pour le visionnement d'1 semaine à 2 semaines et le contenu gratuit sous l'entente que nous utilisons
On peut le publier pendant 1 an. On pourrait peut-être jouer un peu avec ça, essayer le marché, donc faire un test du marché. Et en Philadelphie, vous apprenez quoi? Je peux ajouter un peu? Oui, c'est bien d'entendre les commentaires des autres parce que ça dépend aussi à la fréquence qu'on a présenté du contenu en présentiel, mais en numérique aussi. Et si, pré-COVID, on présenterait 3 ou 4 concerts le week-end, quand on est passé au numérique, on se voyait comme des gens qui produisaient du contenu sur une base hebdomadaire. Donc nous, on laissait ça en ligne pendant 7 jours, mais c'était remplacé par du nouveau contenu qui était la stratégie. Mais l'autre chose que nous avons fait, c'est des deuxièmes visionnements. Alors, si on a remarqué qu'un concert en particulier avait plus de visionnements que la normale, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard ou en temps opportun, on représente et on le laisse là et nous allons continuer à faire ça l'été et dans la prochaine saison aussi. Bon, parfait, merci. Je sais que, Vicky, vous avez parlé de la façon que vous faisiez un agrégat de tous les visionnements à un endroit afin d'avoir pouvoir contrôler ou de mesurer, si on veut, mieux mesurer. Donc, que pensez-vous de la meilleure façon de mesurer votre succès? Du côté numérique, comment vous allez faire pour mesurer ce contenu de différentes façons? Je pense que les chiffres ne comptent qu'une partie de l'histoire parce qu'on peut voir à quel point les gens sont engagés par le chiffre. On ne peut pas voir si les gens écoutaient pendant 4 secondes ou pendant l'heure complète. Désolé, son bloque. Donc, je pense que ça a plus rapport avec les commentaires que nous obtenons. Les jeunes nous ont remerciés pour persévérer et ils ont dit que ça les a aidés à passer à travers la période. Il y a des enseignants et des enseignants nous ont remerciés pour nous offrir, parce qu'on offrait du matériel additionnel. Je pense que le feedback anecdotique sera très utile et les chiffres aident beaucoup. Et je pense au changement dans les nombres aussi. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons présenté nos 2 premiers concerts gratuits. On avait environ 1500 à 2000 visionnements et beaucoup de ça était visionnement complet du matériel. Et on a eu une très bonne participation pour les 2 événements de première. Et avec le temps et plus de publicité, on trouvait que les gens répondaient bien. Donc, je crois que regarder l'intérêt initial, puis ensuite la croissance par après, ça serait quelque chose qui vaut la peine d'être mesuré. Tania? Pour nous, comme j'ai mentionné plus tôt, la collecte de données, c'était énorme pour nous. Et Vicky a absolument raison, les chiffres ne comptent qu'une partie de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire des groupes d'études et passer du temps à parler avec les gens à ce sujet. Je suis intéressé à voir comment les tendances ont évolué parce qu'à l'instant, nous publions du contenu numérique pour un auditoire numérique uniquement. Ça inclut tout le monde. C'est la seule option que nos auditoires et nos médecines ont actuellement. Mais à l'automne, lorsqu'ils auront 2 options, qu'ils pourront venir en présentiel ou numérique ou faire les 2, je pense la façon que nous mesurons, évaluons et prenons des décisions par après va changer. Janet, des commentaires sur la façon de mesurer, sur les mesures? C'est pour ça qu'on est passé à l'inscription pour avoir une meilleure idée de nos clients numériques Internet. Ça m'intrigue aussi parce que non seulement ou une fois qu'on revient au cancer en présentiel, si on y pense, avant qu'on ait passé à la pandémie, bon nombre de notre auditoire n'avait jamais expérimenté le cancer numérique. Alors, ils ont fait des essais eux aussi, donc c'est intéressant à voir lorsqu'on revient, ils se sentent plus confiants et la technologie n'est pas aussi difficile à surmonter qu'avant. Nous allons faire beaucoup d'analyses et utiliser des sondages et la recherche de marché pour mieux comprendre notre auditoire. Il nous reste environ 4 minutes, mais je vais m'assurer qu'on ne saute pas la question. Où pensez-vous à la plus grande valeur dans le numérique pour votre orchestre? Donc,
D'où viendra cette valeur, si on veut, particulièrement à l'avenir? I can start. One of the things I didn't mention in my presentation was Mentionné dans ma présentation, c'est nous avons, on a fait beaucoup dans le monde numérique, c'est l'éducation. Donc, par exemple, on avait un programme dans les écoles consacré à une école avec des leçons hebdomadaires. On est passé en ligne et on a pu rejoindre beaucoup plus d'écoles à cause de ça. Donc, tout ça revient à une question simplement des barrières que présentent les concerts en présentiel, que ce soit géographique, etc. Donc, c'est très important du point de vue, si on veut, du rayonnement et de desservir la communauté entière. Je peux répondre. Est-ce une chose est similaire de ce que parle Janet et je vais passer au point de dire que revenir au partenariat, d'être en mesure de continuer à communiquer. Ici, on fait des tournées et trouver des façons de rester connecté à ces auditoires, de rester connecté aux étudiants avec lesquels on agit pendant l'année, c'est très important. Et l'autre aspect important, c'est la rétention de l'auditoire pour différents segments de l'auditoire. Nous savons qu'une des raisons que nous perdons des membres ou des adhérents, c'est que si vous avez un couple qui vit depuis des années et une personne décède, on perd 2 adhérents. Je pense que par le biais du numérique, on peut conserver cet adhérent. Mais pour une raison X, vous distancez de votre communauté, les gens perdent d'intérêt. Donc, il y a beaucoup d'intérêt, si on veut, avec le numérique, de conserver la connexion avec les gens. Donc, on passe aux snowbirds, parce que les snowbirds vont pouvoir descendre encore une fois au sud. Je dirais c'était la même chose pour nous aussi. On fait beaucoup de travail d'éducation ou d'éducatif avec les régions plus éloignées du Manitoba. Donc, parfois, ces enfants ne voient qu'une fois ou 3 ans, dépendamment d'où ils habitent. Et s'ils peuvent visionner, voir ces musiciens qui performent dans un milieu d'orchestre avec, je pense, une très bonne façon de garder le contact. Et nous allons combiner ça avec du travail plus interactif en établissant un contact entre les musiciens et les écoles et établir des guides en ligne pour aller avec le matériel en ligne. Donc, avoir du matériel qui est plus disponible pour des périodes plus longues, mais avec l'ajout d'une interaction en personne ou en ligne, c'est extraordinaire. Et aussi, la valeur de partager des travaux, des œuvres canadiennes. On partage beaucoup de matériel et c'est avantageux et c'est super pour nos auditoires, comme Tania et Janet ont dit, d'entendre des choses à nouveau et particulièrement de la musique canadienne qu'ils n'ont jamais entendue. Je vais ajouter à votre point concernant les compositeurs canadiens, lorsqu'on pense aux opportunités que nous avons avec des moyens numériques, de démontrer l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité. Le numérique, c'est un outil essentiel pour ces valeurs. Et je pense qu'il y a de très belles opportunités qui se présentent à nous, que ce soit de promouvoir de nouveaux compositeurs ou des artistes diversifiés, de donner accès à des gens qui ne peuvent pas venir en salle. Et je pense que c'est essentiel également. Et oui, allez-y. Une dernière chose qui m'est venue à l'esprit, et c'est que on est une société très visuelle. Et je pense que en utilisant un média visuel, ça nous donne l'opportunité d'améliorer ce qu'on offre déjà. Donc, on regarde, on veut ajouter des vidéos de musique, d'avoir une composante améliorée pour aller avec la musique à un moment donné, à l'avenir. C'est quelque chose sur lequel on travaille, mais je pense que ça pourrait devenir encore plus important au fil du temps pour le secteur classique. Oui, oui. Merci. On va continuer, on va poursuivre avec la période de questions.
de tous les participants. La première est pour vous, Vicky. Alors, quel est votre modèle des finances? Hein? Alors, vous pouvez partager avec 5 autres ménages, disons. Comment est-ce que ça a fonctionné? Quel a été le résultat de ça lorsque les gens pouvaient partager le lien? Et je pense que les gens sont toujours en apprentissage. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit. Ça a commencé lorsqu'on essayait d'encourager les musiciens à partager avec les membres de leur famille ou leurs amis pour créer un peu d'engouement. On ne savait pas s'il allait y avoir beaucoup d'intérêt dans le contenu payant parce qu'on avait offert des concerts gratuits jusqu'à ce moment-là. Mais je pense que ça fonctionne. On aurait une meilleure idée plus tard, mais les gens ont exprimé leur intérêt. On vient de lancer notre deuxième, on l'a lancé hier soir, et quelqu'un a remercié leur professeur de musique d'avoir partagé le lien avec eux. Donc, je pense qu'on commence à voir ça. En passant, pour les gens qui veulent poser une question, envoyez-nous vos questions et on va faire une sélection, mais on va essayer de répondre autant de questions que possible au cours des 18 minutes qui suivent. En voici une intéressante. Comment est-ce que vous voyez les efforts, comment voyez-vous l'effort de communication nécessaire pour amener le nouveau public numérique à la salle de concert? Janet, commençons avec vous. Pour nous, on a eu un grand pourcentage de nouveaux publics dans l'espace numérique. Donc, ça va être l'une de nos stratégies à l'avenir. Alors, comment les faire venir dans notre salle de concert? Mais en plus, d'un point de vue géographique, la plupart des gens sont à Calgary. Donc, il y a beaucoup de potentiel là également. Que ce soit d'offrir un rabais pour le premier billet ou ce genre de stratégie-là, afin de les attirer vers nos salles de concert. On est en train d'examiner la question en ce moment. Vicky, pour vous? Je pense que la programmation de répertoire et de solistes qui peut-être sont connus de nos publics, ça fait partie du plan. Je retourne à Narasol, mais elle est vraiment extraordinaire. On lui a demandé d'écrire une pièce et de venir jouer avec nous l'année prochaine. Donc, je crois qu'il va y avoir des avantages en croisée. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer avec la relation entre les prix pour les produits numériques et les prix en salle afin d'avoir le bon équilibre? Ça pourrait être compliqué. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que je peux ajouter que c'est l'une des raisons pour laquelle on voulait encourager les gens qui achetaient des billets pour nos concerts en ligne, de les partager avec jusqu'à 5 ménages. On pensait que ça allait ajouter de la valeur à leur esprit également, parce que c'était une question pour nous. Si les gens, normalement, payent, disons, 34 $ pour un billet pour l'un de nos concerts en direct, est-ce qu'ils vont voir la valeur de payer 20 $ pour rester à la maison et regarder la télé? Donc, on voulait ajouter une petite valeur pour eux. Tania, à Philadelphie, comment est-ce que vous pensez à cet équilibre? Oui, on dit qu'on veut retourner au prix régulier pour les concerts en salle, mais le prix du numérique, on veut le garder très abordable, environ 20 $ en ce moment. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler à long terme, mais ce qu'on pense en ce moment, c'est qu'il faut que ce soit aussi abordable que possible pour éliminer autant d'obstacles que possible afin de vraiment augmenter le nombre de gens qui vont regarder notre contenu numérique et lorsqu'on en saura plus, lorsqu'on aura évalué grâce aux données, peut-être que ça va changer. Mais je pense qu'en ce moment, la stratégie, c'est une question d'accessibilité et de bâtir un grand public pour le contenu numérique parce qu'on perd de l'argent en ce moment-ci. On n'a pas trouvé un modèle où on peut faire de l'argent encore, mais on voit que c'est une initiative significative pour l'avenir et peut-être qu'on va trouver une façon de faire de l'argent un jour. Janet, pour vous, à Calgary? Oui, nous allons faire une analyse à la fin de la saison, mais on envisage continuer avec le modèle de don pour notre contenu. Et je crois qu'avec notre communauté ici, je pense que c'est un élément clé lorsqu'on décide des prix ou lorsqu'on établit la structure de prix.
Oui. Est-ce que vous faites un suivi du temps qui est passé à regarder le concert numérique? Je vais commencer avec vous, Vicky. Mais un peu. Je pense que la plupart des gens regardent presque tout le concert. Il y a des gens qui viennent pour tester le contenu gratuit et ensuite, ils ne restent pas longtemps. Je n'ai pas de données détaillées là-dessus, mais les gens regardent le concert en entier, majoritairement. Et à Calgary, oui, la plupart des gens restent pendant 60 à 70 du concert, surtout à l'automne. On a eu, lorsqu'on avait des concerts complets, mais lorsqu'on s'est servi d'autres contenus disponibles sur notre compte YouTube, on a vu une diminution. Alors, ils vont regarder le nouveau contenu et ensuite, ils vont disparaître. Et c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils restent plus longtemps pour le nouveau contenu? Je pense que c'est à cause que c'est nouveau pour eux et ils ont probablement déjà regardé les autres contenus, mais peut-être qu'ils sont intéressés à des différents types de musique. Tania? Nous, c'est assez semblable. Je n'ai pas les données devant moi, mais c'est environ 70 du programme. Les gens vont regarder environ 70 du concert, mais un grand pourcentage regarde tout le concert, en fait. Et je ne sais pas quelles sont les statistiques lorsque quelqu'un paye versus lorsque c'est du contenu gratuit, mais ça a été notre expérience à date. Pour notre contenu gratuit, alors Our City, Your Orchestra, le programme dont j'ai parlé plus tôt, alors les gens regardent moins longtemps, mais c'est aussi sur Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux qui ont un public qui ne regarde pas longtemps en général. En voici une qui m'intéresse. Compte tenu de la flexibilité, de l'agilité accrue que vous avez tous dû mettre en pratique face à l'incertitude et de la tension que cela peut parfois avoir avec la façon dont notre secteur fonctionnait avant la pandémie, est-ce qu'il y a de nouvelles pratiques que vous vous attendez à intégrer dans la nouvelle normale? Je peux répondre à cette question. Alors, d'une des choses qu'on va intégrer à l'avenir, une des pratiques clés qu'on va intégrer, nous, on était dans un monde où 90 de nos concerts avaient juste des lumières blanches, d'accord? Et depuis qu'on a commencé notre scène numérique, afin que ce soit plus attirant d'un point de vue visuel, on a plus de lumière, les angles de caméra sont différents. On a vraiment pensé à l'aspect visuel de la chose. Et on a déjà fait un achat afin d'avoir plus de lumière dans la salle. Donc, tous nos concerts à l'avenir vont avoir cet impact visuel avec des différentes couleurs, plus de lumière. Alors, ça va être une partie significative de l'expérience en présentiel qu'on n'avait pas auparavant. Alors, ça a été très intéressant pour nous. Merci. Janet? Oui, comme Tania, on s'est concentré sur cet aspect visuel. Ça fait longtemps qu'on y pense, en fait. On a travaillé avec une équipe vidéo à Calgary on a une approche cinématique à nos concerts maintenant. Mais comme j'ai mentionné plus tôt, les derniers concerts numériques qu'on a faits avaient on gardait le public en tête. Donc, à l'avenir, on va vouloir faire des projets strictement numériques et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait auparavant. Oui, je pense que c'est vrai pour nous également. On a pu enregistrer quelques performances en direct à la Winnipeg Art Gallery à l'automne avec un très petit public. Et lorsqu'on a vu le résultat, l'impact, les œuvres d'art, on avait des lumières spéciales. Alors, ça a vraiment renforcé le fait pour nous qu'on doit en faire plus du point de vue visuel avec l'éclairage dans nos salles de concert. Et c'est un peu difficile parce que nous sommes dans une église, on présente des concerts dans une église et donc
on va devoir faire des consultations avec les spécialistes de l'éclairage. Oui. Voici une question. Tania, je pense que vous en avez parlé, mais quelqu'un a demandé, je me demande si quelqu'un pense que les concerts en ligne vont devenir une source de revenus à part entière. Ou sont-ils avant tout un moyen de courtiser les acheteurs de billets pour assister à des spectacles en direct? Qu'est-ce que vous pensez de ceci? On va commencer avec vous, Vicky. Je crois que ça dépend. Nous payons les musiciens pour le répertoire que nous faisons et on les embauche pour un répertoire. Donc, peut-être qu'on pourrait peut-être au moins ne pas perdre d'argent avec un petit concert. Les 2 concerts qu'on a fait à l'automne étaient plus petits par nécessité. Et j'imagine que, vous savez, on a identifié de nouveaux commanditaires qui sont intéressés à nous soutenir. D'un point de vue de recettes, je pense que ça va nous prendre un petit bout de temps avant de couvrir nos coûts pour le contenu numérique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas servir le public numérique pour des raisons qui ont été mentionnées auparavant. Oui. Janet, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très dispendieux, en fait, cette initiative, mais on pourrait explorer la publicité. C'est intéressant de voir ce que Vicky a fait et aussi les commandites. Mais d'un point de vue recettes, génération de recettes grâce aux ventes de billets ou aux dons, je pense que ça va être très difficile, surtout lorsqu'on pense au type de contenu et à la qualité du contenu qu'on veut produire. Oui. Tania, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord. On ne sait pas encore. On n'a pas vu un modèle encore où on gagne beaucoup de revenus. On prend une approche, on se dit, bon, c'est de la recherche et du développement pour nous. Et peut-être que ça va nous prendre 10 ans avant de trouver le modèle parfait pour le contenu numérique. Donc, pensons à ce que ça veut dire en termes de ce qu'on investit au début. Peut-être qu'on peut se projeter à 3 ans, 5 ans, 10 ans pour essayer de trouver un modèle qui fonctionnera. Mais on doit avoir une perspective à long terme. Et l'argent qu'on investit en ce moment, c'est un investissement dans notre avenir. Oui. Et ce que vous dites, ça cadre avec tous les gens à qui on a parlé dans notre projet. On dit non, c'est pas profitable, c'est pas rentable, mais en fait, on est loin d'être rentable, mais on va beaucoup plus parler de cette question dans le Forum de la finance la semaine prochaine. Donc, ceux d'entre vous qui vous voulez en connaître plus sur le côté finance des choses, on va en discuter dans notre prochain forum vendredi prochain. Voici une autre question pour vous trois. Vicky, on commencera avec vous. Comment est-ce que vous gérez la division numérique pour les abonnés qui ont des obstacles parce qu'ils n'ont pas accès ou peu d'accès à Internet ou qui connaissent tout simplement pas les outils? Je pense que vous avez parlé de l'aide que vous offrez, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ça, les obstacles numériques? Comment est-ce qu'on peut surmonter les obstacles numériques pour les gens dans votre communauté? Bien, je pense qu'on a essayé quelque chose. La première chose, c'était d'offrir un programme de radio 2 fois par semaine pour aider les clients plus analogues à demeurer en contact avec nous. On s'est servi du matériel qu'on met en ligne pour la radio et on a essayé de référencer les deux et de faire une promotion à croisée des deux. On a aussi commencé à un noyau de contenu en ligne au début de la pandémie afin d'introduire les gens à l'idée de contenu numérique. Donc, c'était des petites pièces courtes et on encourageait les gens à entrer en contact avec nous. On essayait de former les gens à venir nous chercher en ligne sur Internet et de trouver de nouvelles façons ou de nouveaux matériaux. Et on a eu beaucoup d'appels et certains d'entre eux, c'était des gens qui n'étaient pas membres et qui essayaient de trouver une façon. Et on peut toujours voir parce que ce sont ceux qui avaient de la difficulté à activer leur micro pendant des rencontres. Donc, on a essayé de s'assurer que les gens savent qu'on est
au téléphone. Ils peuvent nous appeler si nécessaire. Alors maintenant, vous devez les aider et vous n'êtes pas seul. Vous avez une fonction d'aide pour les gens. Avant, on aidait les gens à trouver leur siège. Maintenant, on les aide en ligne également. Tania, qu'en est-il pour Philadelphie concernant ces obstacles numériques dans votre communauté? Oui, c'est vrai. Et parfois, c'est juste une question d'avoir assez de connaissances pour accéder à ces contenus. Et dans ce cas-là, on a fait beaucoup de préparation, que ce soit des feuilles d'information, on a contacté des gens qui pourraient avoir de la difficulté, on les contacte à l'avance. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on a, avec nos employés, en fait, on a encore des quarts de travail, ils travaillent pendant le concert, le soir des concerts. Et de cette façon, les gens peuvent appeler et avoir accès à quelqu'un tout de suite qui peut les aider. Au lieu de leur montrer où est leur siège, on les aide avec leurs problèmes techniques. Et donc, c'est quelque chose qui était un peu différent pour nous cette saison. Et Janet, pour vous, les obstacles numériques, comme pour Tania, on a des gens qui sont là le soir des concerts et les gens, nos employés aident les gens à surmonter les obstacles technologiques et des fois, ils deviennent des experts. Ça a été, évidemment, on a dû guider les gens dans le processus. Et comme Vicky, on a créé une page d'accès afin que ce soit plus facile pour les gens. C'est un guichet unique, ils peuvent bien voir ce qu'on fait. Et bien sûr, notre page pour les abonnés. Et ça a été bien parce qu'on a mis du contenu là, des concerts qu'ils peuvent aller regarder. Ils ont juste à cliquer une fois pour avoir accès au concert. Donc, ça a aidé. Est-ce que je peux ajouter qu'à un moment donné, on a aussi envoyé des publicités par la poste à nos abonnés? Donc, si on ne les contactait pas de façon réussie en ligne ou par courriel, au moins, il y avait un point de contact. On pouvait les encourager à se joindre à nous par la poste. Oui. Comment est-ce que vous allez maintenir l'expertise que vous avez développée dans la production numérique à long terme? Donc, commençons avec les orchestres. Bon, je vais poser la question à Tania en premier, puis ensuite, on va parler aux autres panélistes. Tania? Oui, donc, ce qui est extraordinaire avec l'équipe que j'ai ici, c'est qu'on était tous des experts en concert, en salle, et maintenant, on est une équipe de diffusion en plus. On en connaît beaucoup plus sur la vidéo qu'on en connaissait auparavant, mais une chose qu'on reconnaît très rapidement, lorsqu'on retourne au monde des concerts en personne, on regarde notre saison estivale, on n'a pas la capacité de faire les deux. On a le luxe d'avoir des employés qui continuent à prendre de nouvelles compétences et ils sont flexibles. Mais en fait, on est dans le processus de créer une équipe de production vidéo. On va embaucher un réalisateur bientôt. On a trouvé une compagnie de vidéo avec qui on aime bien travailler, donc ils vont venir travailler avec nous à temps complet. Mais en fait, on va avoir une nouvelle équipe de gens qui vont nous aider. Est-ce que vous allez avoir une équipe complète? Parce qu'on faisait ça avant la pandémie, qu'on travaillait déjà avec une équipe vidéo externe et un ingénieur de son extraordinaire. Et ils allont continuer à le faire, mais il y a tellement plus à faire. L'équipe a dû, par exemple, être en ligne lors des soirées de concert. Donc, vous voudrez regarder ça, la capacité de faire présentiel et numérique sera tout un défi à l'avenir. Et Vicky? On travaille avec différents vidéographes et d'ingénieurs d'enregistrement de son. Donc, on a bonne idée de comment les gens travaillent et on a une variété de gens avec lesquels on peut travailler. Et parmi le personnel, il va falloir augmenter le temps, si on veut, pour donc les heures de travail pour les gens qui étaient à temps partiel. Donc, parce qu'on pour faire l'édition du son, et juste pour assurer l'excellence sur tous les fonds visuels, son, etc. C'était critique pendant tout le temps. S'assurer que tout ce qui sort est de haute qualité.
Et quels seraient vos conseils pour quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on devrait embaucher des gens à temps plein ou est-ce qu'on devrait travailler avec des partenaires pour faire la production vidéo? Quels sont les pour, les contre? Et si vous avez des idées sur ça, j'aimerais bien les entendre. Nous, on a une combinaison. Donc, on a quelqu'un qui travaille vidéo dans l'équipe de marketing qui produit du contenu marketing, mais qui a aussi une expertise dans la diffusion en direct. J'imagine que ça dépend simplement de la quantité qu'on planifie faire de numérique. Et, et ce qui est bien pour nous, d'amener une équipe externe, s'ils ont leur expertise et on se concentre sur ça uniquement. Alors, c'est une très bonne chose pour nous. Je serais d'accord avec vous, Janet. C'est une combinaison. Et ce qui était devenu très apparent pour nous, c'est qu'on n'avait pas d'équipement vidéo au début. Donc, pour être en mesure d'engager, si on veut, une compagnie vidéo qui peut entrer avec des caméras de dernière technologie, sachant que, alors qu'on continue ce partenaire qui est dans 1 ou 2 ans, 3 ans, qui font toujours la mise à jour de leur équipement, ça a été une très bonne raison pour nous de le garder à l'externe. On ne voulait pas acheter d'équipement, on ne voulait pas s'entamer là-dedans parce qu'on savait très bien qu'on n'aurait pas les ressources pour s'assurer que c'était mis à jour chaque année. Donc, c'était un point d'apprentissage très important pour nous. Je peux rajouter à ça, c'est un aspect clé parce que l'équipement vidéo, c'est une mise à jour chaque année, quoi, si on veut, là. Nous, on utilise Canon et ce qui est intéressant récemment, c'est que le propriétaire de l'édifice où on est, ils ont fait affaire avec Canon, donc ils ont équipé la salle de concert avec des caméras Canon au complet. Donc, j'ai très hâte de retourner en salle de concert, quoi. Et pour nous, je pense que nous allons continuer à chercher des fournisseurs externes et à l'interne, nous avons notre personne de marketing est adepte à l'édition vidéo et le marketing en ligne. Et je crois que nous allons probablement être obligés de trouver quelqu'un pour nous aider avec le développement de contenu si nous commençons à offrir plus de balado-diffusion ou si on veut offrir des concepts plus à plus petite échelle, présentés en ligne. Il va nous falloir de l'aide de ce côté-là et avec le rayonnement parce que c'est là qu'on manque un peu à rester à jour parce qu'il manque simplement de temps pour faire tout ce rayonnement qu'on aurait pu faire. Donc, il nous reste assez de temps pour une question et je vais choisir celle-ci qui est comment avez-vous évalué la balance coût et bénéfice pour faire que votre contenu est disponible à l'échelle mondiale plutôt que juste national, de façon nationale. Donc, est-ce que vous avez fait un genre de discrimination sur la présentation, la diffusion de votre contenu? Je peux m'exprimer un peu sur ça. La question qui a été soulevée et la question n'est pas une question que nous avons ici. Ce n'est pas un problème que nous avons ici. Nous, les droits sont basés sur la plateforme qu'on utilise. Donc, tant et aussi longtemps qu'on utilise notre plateforme et c'est du contenu sur lequel nous avons le contrôle, ça peut être international et il n'y a pas de limite autre que des limitations que nous imposons nous-mêmes. Et ça a été, c'est une question très précise pour les spécifiques aux États-Unis. Vicky et Janet, je vous demandais d'être très brève dans votre réponse. Nous n'avons pas, avec une très petite portion de nos auditeurs sont à l'international. Donc, ça n'a pas été un élément qui a soulevé des inquiétudes. La majorité du matériel est dans le domaine public ou a été on a acheté les droits directement du compositeur Janet. C'est exactement la même chose pour nous. Super. Mais merci beaucoup. Je veux remercier tout le monde qui a posé des questions et merci aux 3 panélistes. C'était une très, très belle discussion. Et merci beaucoup. Et je vais repasser la parole à Catherine. Super. Donc, encore une fois, je vais faire écho de ce que
Michael vient de dire, Tania, Janet et Vicky, une des horreurs de ma vie, c'est le panel avec juste des hommes. Je suis en train de penser que peut-être le panel uniquement composé de femmes. Il y a quelque chose qu'on considère comme un point fort. Vous êtes brillante, connaissante et très généreuse avec tout ce que vous avez appris et partagé pendant ce temps. Et nous l'apprécions grandement que vous êtes prête à être si candide et réfléchi dans ce que vous avez présenté aujourd'hui. Et en mode gratitude, je voudrais encore une fois souligner notre gratitude pour le soutien du Conseil canadien des arts par le biais de du Fonds pour la stratégie numérique. Ça a pris du temps de comprendre comment une association nationale pourrait interagir avec le DSF, mais je pense que notre travail avec Arts Firm et notre rôle, essayer de mettre la lumière sur les questions, les problèmes liés à la connaissance numérique, le DSF a été très important. Donc, merci les gens du Canada et merci Conseil canadien des arts pour votre soutien pour cette initiative. Et je crois, je vais passer la parole à ma collègue Lauren, qui a quelques mots qu'elle voudrait dire. Merci à tous et toutes. Bonjour tout le monde, juste une description pour l'événement. Le suivi. Mais je me rends compte, après avoir demandé à tout le monde de se présenter, je ne l'ai pas fait au début. Donc, Lauren Drew, directrice service des membres, et je me joins de Peterborough, territoire non cédé des Anishinaabe, et je porte un T-shirt noir, j'ai les cheveux bruns et je porte des lunettes rouges et noires. Donc, nous avons un sondage qu'on aimerait que vous complétiez et le lien est dans le clavardage et ça nous aide à améliorer les prochaines rencontres. Et j'ai aussi mis un lien pour plus d'informations, l'information pour les prochaines sessions. Donc, le prochain forum au sujet des finances vendredi prochain, à la même heure. Et le 4 juin, nous allons parler de la fierté du travail et discussion artistique, encore une fois, de midi à 13h30. Donc, on espère de voir vos réponses au sondage et de vous revoir la semaine prochaine. Donc, merci encore une fois à tous les conférencières et les participants. Merci tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.